Bonjour. Alors, comme convenu, j'avais prévu une petite conférence concernant donc les différents types d'intuition que l'on retrouve dans la pratique intuitive, justement, afin de bien déterminer finalement qu'est-ce que c'est que l'intuition. Alors, j'ai été formé donc il y a 25 ans passés avec un guérisseur. Je me suis énormément posé de questions sur le développement de l'intuition, puisque ça paraissait un peu magique quand j'ai commencé. Pour moi, c'était facile et on n'expliquait pas alors les processus permettant le développement de l'intuition. Et je constatais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de moi qui avaient beaucoup de difficultés. Donc moi, depuis 25 ans que je pratique le travail intuitif, je me suis posé beaucoup de questions concernant le développement, concernant tout ce qui est dit autour de l'intuition également, parce qu'il y a beaucoup de croyances dont on affirme des choses souvent. Quand on parle d'intuition, on va souvent parler de dons, par exemple, on va souvent parler de personnes qui ont des particularités ou des gens qui ont des particularités spirituelles, des développements spirituels qui leur permettent d'arriver à ces habiletés-là. Donc, j'avais envie aujourd'hui de peut-être faire un tour d'horizon des différents types de techniques qui existent permettant le développement de l'intuition, puis de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, en fin de compte, pour chacune d'elles. Donc, la première dont j'aimerais vous parler, c'est l'intuition, hein, c'est-à-dire qu'on est tous à quelque part intuitifs. On a tous finalement cette petite voix intérieure qui se manifeste à nous de temps à autre et qu'on ne contrôle pas. C'est souvent ça qui va distinguer quelqu'un qui se dit intuitif à quelqu'un à quelque part qu'on pourrait qualifier de maître en intuition, de quelqu'un qui maîtrise l'intuition. C'est-à-dire que quand on maîtrise l'intuition, on peut la faire venir à soi comme on le souhaite et comme on le veut. Alors qu'on se dit, bon, quelqu'un d'intuitif, bon, on l'est tous, bien évidemment, à des degrés plus ou moins importants. Et évidemment, ces intuitions-là vont se manifester de temps à autre. La façon la plus évidente, hein, qu'on a peut-être déjà tous vécu, c'est lors de la nuit, lorsqu'on rêve, et qu'on se réveille le matin et qu'on a eu l'impression d'avoir eu des messages qui nous sont transmis dans les rêves. Si on prend le temps de les analyser, ces messages-là, on peut constater qu'ils ont également beaucoup de sens et qu'ils nous informent peut-être de chemin ou de route qu'on a à suivre. Alors, on a tous déjà vécu ça également, des prémonitions, souvent pendant des rêves ou pendant des situations où on voit un événement se produire dans notre vie, tout à coup, puis on se dit, ah, mais il me semble que j'ai déjà vécu ça. Et là, on se fait référence peut-être à des rêves qu'on a vécu, mais dont on ne se souvenait plus vraiment, etc. Il y a également, évidemment, ces petites intuitions qui fait qu'on rencontre quelqu'un qui nous apparaît peut-être à quelqu'un on sent mal à l'aise, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce malaise nous laisse croire qu'on ne devrait pas y faire confiance. Et on constate qu'un peu plus tard, que cette personne-là, malgré qu'elle apparaissait quelqu'un de très bien, avait effectivement peut-être une façon de se comporter qui n'était pas tout à fait honnête. Donc, on a tous vécu un peu ces moments-là. On pourrait faire la liste bien longue, évidemment, de tous ces petits moments où on capte des choses quelquefois qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas toujours très bien et qui nous informe à quelque part qu'il y a une petite voix intérieure de nous-mêmes qui est capable de nous guider quelquefois. Donc ça, c'est l'intuition que j'appelle non contrôlée, non maîtrisée, c'est-à-dire une intuition qui vient et qui part et qu'on n'est pas toujours en mesure de reproduire. Alors ça, c'est vraiment la majorité des êtres humains qui ont le moindrement un peu d'intuition vont reconnaître cette réalité-là. On sait aujourd'hui évidemment que cet intuitif-là, hein, celui qui est intuitif, comme celle que lui que je viens de définir, a également une forme d'intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle, ça fait référence un peu à la cohérence cardiaque. C'est cette reconnaissance que l'on a aujourd'hui de constater que le cœur est un organe, donc évidemment sensible, mais c'est un organe de perception. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est un peu comme un cerveau, en fin de compte, parce qu'il y a des ramifications avec le cerveau, justement. Et lorsque le bon équilibre entre le cœur et le cerveau, on est capable de percevoir notre réalité d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on devient plus perceptif. On est plus à l'intérieur, puis on est plus sensible à ce qui se passe autour de soi, puis on capte des émotions, des atmosphères, et on est capable donc, si on est sensible, et capable de les interpréter, on est capable donc d'arriver à comprendre mieux notre réalité. Et d'ailleurs, ceux qui ont développé, qui favorisent la cohérence cardiaque ont constaté justement que les gens qui étaient capables d'avoir cette bonne équilibre de cohérence entre le cœur et le cerveau étaient effectivement beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus capables de s'adapter, beaucoup plus relationnels aussi, puisque quand on ressent les autres, quand on comprend les autres, on est capable de mieux s'ajuster à eux également. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment la définition de l'intuitif qu'on pourrait qualifier de la nouvelle ère, hein, pourrait-on dire. C'est-à-dire que les êtres humains actuellement apprennent à reconnaître davantage cette perception-là au niveau du cœur. Et évidemment, ça les amène donc à être capables de mieux comprendre les êtres humains qui sont autour de eux et de pouvoir favoriser effectivement une plus grande confiance.
Alors ça, c'est vraiment donc ce qu'on vise hein, à travers les techniques comme celles que je propose, c'est de favoriser évidemment un développement de l'intuition dans lequel on va être capable de pouvoir de plus en plus augmenter cette habileté intuitive-là, d'en comprendre également la façon qu'elle procède, comment on peut arriver à la développer, comment on peut arriver à la faire procréer en soi d'une façon de plus en plus importante. Donc, si on parle donc d'une intuition, alors on parle donc qu'au début, hein, tout être humain est intuitif, c'est-à-dire qu'il reçoit plus ou moins des perceptions qui vont lui permettre donc d'être, entre guillemets, intuitif de temps à autre. Et évidemment que l'intelligence émotionnelle, on constate que les gens qui arrivent à développer cette intelligence émotionnelle-là ont une habileté intuitive un peu plus grande, puisqu'ils sont capables justement d'augmenter cette habileté-là à percevoir les choses qui se passent autour d'eux. Par la suite, évidemment, on peut parler donc des trois grandes perception intuitive qu'on retrouve chez les clairvoyants, les clairaudients et les clairsentients. Ce sont les personnes qui vont être capables de percevoir un univers subtil. Cet univers subtil-là n'est pas apparent à nos yeux. Donc, ça nous apparaît un peu bizarre quand on voit quelqu'un qui est comme capable de voir ces choses-là, parce qu'on se dit, ben merde, il y a quelque chose qu'il voit, mais moi, je ne vois pas. Donc, il faut comprendre ici que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience nous donnent accès à ce que moi j'appelle un univers super lumineux. Je l'appelle ainsi, mais c'est Régis Duteuil, qui est un Français, qui avait mis en évidence cette terminologie-là. Il lui disait justement que dans cet univers-là, les particules vont plus vite que la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis capable de regarder mon monde terrestre ici présentement, c'est parce que je suis capable de percevoir les particules hein, qui me permettent de voir cette réalité-là. Donc, la matière, ont des particules qui vont moins vite que la lumière, et dans l'univers superlumineux, les particules vont plus vite que la lumière, ce qui veut donc dire que dans cet univers superlumineux-là, je ne suis pas capable d'observer la réalité comme je peux l'observer dans la réalité terrestre. Donc, le clairvoyant, va utiliser le sens de la vision pour être capable de percevoir cet univers super lumineux-là à des degrés divers. C'est-à-dire qu'un clairvoyant n'est pas capable de voir l'ensemble de l'univers super lumineux. Il y a certains clairvoyants qui vont développer des habiletés extrêmement importantes pour percevoir l'univers super lumineux, mais il y en a évidemment d'autres qui vont percevoir des niveaux de perception très limités de cet univers super lumineux-là. Alors, il y a le physicien Pop qui a mis en évidence que le Soleil émettait de la lumière, des photons, et ces photons-là étaient capables d'être absorbés par nos cellules du corps et de réémettre de la lumière. Donc, Pop a mis en évidence justement que la perception de l'aura elle reposait justement sur ce processus de respiration biolumineuse entre le Soleil, nos cellules et ensuite l'émission de cette lumière de nos cellules vers l'extérieur. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un genre de respiration et quand un clairvoyant observe le corps physique d'une personne, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comme un genre de champ d'énergie autour de lui qui s'avère être en quelque sorte le reflet de cette respiration biolumineuse. Alors, quand on parle de lecture de l'aura, ben, quelque part, la première chose qu'on observe quand on fait lecture de l'aura, c'est qu'on observe le potentiel santé qui se dégage du champ énergétique par le fait justement que le soleil va donc émettre de la lumière, les cellules vont absorber cette lumière-là puis en réémettre, et si le corps est en santé, il va y avoir un bon champ énergétique, une bonne bioluminescence qui va se manifester autour du champ énergétique de notre partenaire si on observe notre partenaire. Donc, vous comprendrez ici que le clairvoyant est donc capable de percevoir particulièrement ce niveau de subtilité-là. Alors, on va observer ça chez les animaux de la même façon. Les animaux ont donc un champ d'énergie aussi. Tout organisme vivant a cette forme d'énergie-là. Donc, le clairvoyant est capable de percevoir ce niveau d'information-là. Alors, évidemment, le clairvoyant peut aussi évidemment percevoir d'autres informations, c'est-à-dire que dans l'énergie, on doit savoir que dans l'énergie, il y a de l'information. Alors, moi, si j'ai de l'énergie qui circule dans mon corps, cette énergie-là va se colorer par ma propre expérience. Alors, si je suis, par exemple, convaincu que je suis une victime, ben, l'énergie qui circule en moi va se programmer à être une victime. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que clairvoyant, si je regarde le champ énergétique d'une personne et je suis capable de capter les informations émotionnelles qui sont associées à cette énergie-là vitale, je vais donc percevoir des mémoires associées aux événements de la vie de l'individu qui reflètent, par exemple, l'expérience de victime. Ça veut donc dire que je vais constater qu'il y a donc une somme d'informations dans le champ énergétique qui sont d'ordre psychologique
et qui vont m'aider à comprendre les raisons d'être des perturbations énergétiques qui sont dans le champ énergétique également. Alors, vous voyez que c'est ça qui est fort intéressant. Alors, évidemment, le clairvoyant, ce que je suis en train de définir n'est pas le clairvoyant qui perçoit, c'est pas tout le monde qui va percevoir ça. Dans la pratique que moi je propose, évidemment, c'est l'entraînement que je propose, d'être capable de percevoir le champ énergétique, donc la bioluminescence du corps pour déterminer la santé, pour déterminer le potentiel santé. Ensuite, évidemment, la clairvoyance va se développer, les perceptions intuitives vont se développer pour percevoir donc les mémoires. Les mémoires vont nous permettre de mieux comprendre le passé, présent et futur d'un partenaire. Si on continue à développer cette perception-là de clairvoyance, on va être capable de percevoir les vies antérieures associées, les mémoires d'autres vies associées au champ énergétique. Donc, il y a des résonances de mémoires d'autres vies avec nos expériences personnelles et notre énergie vitale. Donc, on est capable de mieux comprendre cette interrelation-là. Et ça va nous permettre donc d'arriver à une compréhension que notre partenaire, évidemment, est en relation, non pas seulement avec sa propre histoire, mais avec ses ancêtres, sa famille et également avec des mémoires d'autres vies. Donc, ça change un petit peu notre regard, évidemment, quand on se regarde, nous, en tant que corps de chair et d'os, on comprend bien, évidemment, que quand on développe cette perception-là, on commence à comprendre que notre corps n'est pas simplement fait de chair et d'os, mais qu'il est capable, donc, évidemment, de nous mettre en relation avec quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus vaste, qui est donc cet univers super lumineux que je vous décrivais. Donc, évidemment, le clairaudient, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va évaluer un petit peu, il va développer le même niveau de perception normalement que le clairvoyant, sauf qu'il va, au lieu de le voir, il va entendre des perceptions qui vont lui permettre de déterminer la qualité du champ énergétique, la qualité des informations mémorielles et les relations avec les mémoires d'autres vies et les ancêtres, les mémoires familiales. Donc, encore là, on va entendre simplement l'information plutôt que de la voir. Le clairsentient va plus le ressentir plutôt que de le voir ou de l'entendre. L'idéal, c'est de développer chacune de ces perceptions-là et normalement, lorsqu'on pratique régulièrement, on va arriver à augmenter nos habiletés pour arriver à développer autant l'aspect vision que l'aspect auditif que l'aspect sensitif normalement. Dans la formation que je propose, évidemment que tout ce niveau de perception que je viens de vous décrire, c'est ce qui est visé. Alors, au début, dans la pratique, vous allez constater que vous allez être non parce que vous le souhaitez, mais parce que votre champ de perception, votre façon de communiquer avec le monde de la réalité s'est développé ainsi. Vous allez peut-être être davantage visuel, davantage auditif ou davantage sensitif. Et avec le temps et de la pratique, vous allez constater que ces niveaux de perception-là vont s'augmenter et vont devenir de plus en plus aisés, ce qui va faire que vous allez commencer à comprendre qu'il y a vraiment un langage imaginaire qu'on peut développer et qui nous permet donc de pouvoir interagir avec soi ou interagir avec un partenaire d'une façon de plus en plus aisée. Ensuite, évidemment, après la clairvoyance, il y a aussi, alors maintenant, peut-être avant d'aborder davantage, peut-être vous dire que pour être capable de développer cette clairvoyance-là, autant vers soi, parce que dans la pratique intuitive, j'ai vraiment voulu qu'on apprenne à développer la clairvoyance intérieure, que j'appelle, c'est-à-dire être capable de pouvoir porter notre attention vers soi pour voyager autour de soi, pour comprendre quelque part que dans ce voyage intérieur-là, on va percevoir notre circulation énergétique, on va percevoir les mémoires qui animent notre être, les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, qui veut donc dire qu'on va apprendre justement à se libérer de notre histoire. Alors, on va le voir avec les techniques de soins dans la conférence qui va suivre, qu'on peut justement avoir une action sur la mémoire pour la déprogrammer, pour la libérer et ainsi donc favoriser une plus grande circulation énergétique. Alors donc pour ce premier chapitre donc du travail intuitif, le clairvoyant, le clairaudient, le clairsentient, habituellement, c'est un individu qui va se mettre dans une position où c'est lui qui va dire je suis clairvoyant et je perçois des choses dans ton champ énergétique et je suis capable de te donner des informations. Alors, comment il va faire ça? Bien évidemment, il faut se rappeler que c'est le support imaginaire qui permet de pouvoir voyager vers une autre personne, être capable de se relier à elle et de percevoir des perceptions auditives, sensitives ou visuelles. En général, les gens vont pas dire que c'est l'imaginaire, vont plutôt finalement parler d'un troisième œil qui va s'ouvrir, ils vont plutôt parler d'un niveau de perception intuitive, d'une forme d'intelligence intuitive qu'ils vont communiquer, mais il faut comprendre que si on enlève tout le brouhaha des différentes terminologies associées à ces talents intuitifs-là, on va constater qu'essentiellement, le monde imaginaire va nous permettre d'accéder à cela et que l'entraînement va nous permettre de le faire. Bien évidemment que dans les hiérarchies des chakras, le chakra du cœur est la zone privilégiée pour développer les habiletés intuitives, tant pour la clairvoyance, la clairaudience que la clairsentience. On va développer le cœur et dans ce développement-là au niveau du chakra du cœur qui permet l'intelligence émotionnelle à se développer aussi, on va être capable donc de voyager dans notre corps avec notre imaginaire, notre conscience. On va voyager dans notre corps pour percevoir des énergies, des mémoires
de différents types. Et on va faire la même chose vers un partenaire, c'est-à-dire qu'on va développer notre conscience en se mettant en relation avec lui et on va capter des informations. On va prendre le temps d'interagir avec ces informations-là et on va découvrir qu'elles sont capables de nous répondre et d'échanger avec nous. C'est ça qui est intéressant dans le travail intuitif, finalement, c'est de découvrir qu'il y a vraiment une possibilité de communiquer avec le corps, avec notre corps, avec celui de notre partenaire, de constater qu'il peut y avoir donc une augmentation de la compréhension de ce qui se passe grâce à cela. Alors ça, c'est ça qui est un petit peu donc intéressant par rapport à la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Une autre habileté intuitive qui est souvent mal comprise, c'est ce qu'on appelle la médiumnité. Alors évidemment, la médiumnité, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de développer les habiletés intuitives de la même façon que le clairvoyant, clairaudient, clairsentient, avec les mêmes habiletés, les mêmes techniques de développement, pourrait-on dire. Donc, c'est encore là l'imaginaire. Dans le cas de la médiumnité, par contre, ce qu'on va souvent chercher à faire, c'est qu'on va on va développer un processus intuitif différent, ce que j'appelle, moi, la dissociation créatrice. C'est-à-dire que je vais accepter que dans mon imaginaire, je puisse reconnaître que par mon intention, je puisse me mettre en communication avec une manifestation intuitive qui va apparaître à côté de moi, par exemple, et qui va pouvoir se présenter à moi comme étant un guide, soit une personne décédée, ça peut être également une énergie de sagesse très, très élevée, etc. Donc, il y a différentes manifestations qui vont se présenter à nous et on va reconnaître, nous, qu'on peut échanger avec cette manifestation-là. Et c'est là qu'on va se dire médium, c'est-à-dire que moi, je suis un intermédiaire avec le monde invisible. Et ce monde invisible-là va finalement me permettre de communiquer soit avec des personnes décédées, soit avec des êtres de sagesse, etc. Et donc de pouvoir faire des soins pour moi ou de faire un soin pour mon partenaire. Donc, la médiumnité est en quelque sorte beaucoup orientée dans ce processus-là. Moi, personnellement, je crois qu'il est fort important de développer la clairvoyance, clairaudience, clairsentience avant d'aborder la médiumnité, parce que ça nous permet donc de justement nous sortir des grands pièges de la connaissance humaine, que je pourrais dire, qui existe depuis le début des temps, c'est-à-dire qu'on a beaucoup développé de fausses croyances autour des mondes psychiques, dans lesquels on va souvent parler du bas astral, du haut astral. Donc les médiums vont souvent finalement aborder ce monde psychique-là avec des visions très arrêtées, je dirais, par rapport au bien ou au mal. On va dire le bas astral, c'est les énergies négatives, les entités négatives, il faut en quelque part les enlever du corps quand elles sont là, etc. On a une espèce de vision très maléfiques, en fin de compte, du bas astral. Et le haut astral, bon, on va les reconnaître comme étant des énergies de très haute qualité, donc on va les valoriser. Alors évidemment, il faut comprendre que le bas astral, c'est simplement des énergies de souffrance qui se trouvent là, et que dans le haut astral, c'est souvent des énergies évolutives qui sont présentes. Alors, est-ce qu'on doit maintenant pointer du doigt les énergies souffrantes en leur disant, vous n'êtes pas gentil parce que vous souffrez? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut être capable de se libérer du bien et du mal. Et je pense que souvent, en médiumnité, malheureusement, comme on n'a pas vraiment pris le temps de faire un voyage dans les champs de perception, qu'on n'a pas compris quelque part comment fonctionnait l'intuition, on est plutôt fasciné dans l'idée quelque part qu'on communique avec une forme de manifestation. Et comme on est fasciné par cela, on a tendance finalement à négliger quelque part notre compréhension, notre discernement par rapport à ce cheminement-là. Alors, c'est pour ça que moi j'invite beaucoup dans ma pratique une base, la formation de base, c'est ça en fin de compte, on apprend vraiment à développer une solidité en tant qu'individu. Cette solidité me permet donc de capter à l'intérieur de mon être, à moi, ce que je capte des informations en moi ou mon partenaire. Donc, je développe la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Je suis moi dans une position de force et je suis capable d'apprendre à voyager en moi et vers un partenaire grâce à ces talents-là. Quand j'arrête la médiumnité, c'est simplement le même processus dans lequel je suis moi et je vais accepter justement que le phénomène, le processus intuitif qui est en moi, je vais comme créer un espace, on va l'appeler comme ça, un espace imaginaire, hein, que je vais reconnaître comme imaginaire qui va être là, mais que je vais insuffler d'une sagesse. Et c'est là qu'il va y avoir comme une forme d'expression d'un guide, etc., qui va pouvoir se manifester. Alors, quand on commence à comprendre ça, on comprend qu'on est créateur. Créateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'une entité spirituelle vienne nous choisir. On peut très bien donc interagir avec ces manifestations-là et les faire venir au besoin. Et c'est ça un petit peu que moi je propose dans l'enseignement que je fais, c'est de vraiment faire venir aux besoins. Alors quand on devient maître en intuition, c'est ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas illusionné par le fait qu'on tourne qu'avec une source spirituelle qui nous guide et qui nous oriente, quoique cette source spirituelle peut être très aidante et très guidante aussi. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas avoir la possibilité de choisir donc la multiplicité, c'est-à-dire de reconnaître effectivement la globalité de la sagesse et de l'intelligence, ne pas reconnaître qu'elle est limitée à une identité, mais qu'elle puisse effectivement
nous permettre d'accéder à toutes les manifestations spirituelles, toutes les manifestations de sagesse et d'intelligence qui existent dans l'univers. Alors, c'est ça un peu le principe que moi je donne, la définition que je donne à la médiumnité telle que moi je la propose, plutôt qu'effectivement le médium qui va avoir tendance effectivement à se limiter à une manifestation. Alors, quoique s'il travaille avec les personnes décédées, il va travailler avec les personnes décédées qui vont venir lui parler, qui vont concerner des gens qui sont présents autour de lui. Alors, ça peut être une forme. L'autre forme, c'est de travailler avec des guides. Habituellement, les médiums vont choisir de travailler avec des guides particuliers à laquelle ils vont s'identifier. Et ils vont donc proposer souvent un travail à ce niveau-là avec les géants qui vont venir voir. Et les médiums ont souvent tendance à parler d'identité. Alors, quel que soit le problème que vous avez, vous allez vous faire dire que vous avez une entité parce que les médiums ont souvent cette tendance-là à attribuer énormément de pouvoir aux entités. Alors, il faut comprendre quelque part que dans la tradition chamanique, il y avait des traditions dans lesquelles on reconnaissait que toute maladie et tout problème, quel qu'il soit, est associé à des entités. Alors, c'est sûr que ça vient un peu de cette logique-là que la médiumnité s'est développée, mais il faut comprendre évidemment que c'est un peu simpliste de réduire tout cela à réduire tout à ces problèmes-là et comprendre encore là que les entités sont des énergies finalement, que moi je considère comme des messagers. Un messager, qu'est-ce que c'est? C'est comme une énergie qui se présente à moi et si elle est avec moi, elle est en résonance avec moi, c'est qu'elle a quelque chose à me communiquer, quelque chose à me transmettre. Si c'est une énergie de souffrance, qui est vraiment dans une grande souffrance, elle est là parce que je suis en résonance avec elle. Donc, j'ai une certaine souffrance qui est en harmonie avec elle. Alors, si je comprends cela, je peux commencer à établir une relation beaucoup plus appropriée, je dirais, avec l'énergie en question. Je ne suis pas en train de la diaboliser. Je ne suis pas en train de lui dire qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. Je suis en train d'apprendre à la connaître, apprendre à comprendre pourquoi elle souffre, pourquoi elle est en colère, pourquoi elle en veut au monde entier, etc. Et j'apprends donc à ce moment-là à libérer le regard que j'ai de cette mémoire-là, j'arrête de la juger finalement et j'accepte sa présence et je comprends quelque part que par l'acceptation de cette présence-là, je peux ensuite la déprogrammer, la libérer de sa programmation et ainsi finalement la faire quitter mon champ énergétique. Donc vous voyez ici que la façon qu'on va procéder pour, entre guillemets, exorciser, c'est complètement différent que ce qu'on voit souvent chez les médiums par exemple, où eux vont vraiment mettre en évidence que l'entité négative, va falloir l'enlever, puis c'est un dur combat. Vous voyez, quelque chose de l'ordre de la guerre, là. Il y a vraiment une notion de guerre là-dedans. Alors que quand on commence à comprendre que toutes les mémoires, quelles qu'elles soient, sont dans la souffrance, ben, quelque part, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de les aider à ne plus souffrir. Et dans ce sens-là, évidemment, c'est là qu'on comprend aussi que si ces mémoires-là sont là dans notre champ énergétique, c'est parce qu'on en est responsable, parce qu'il y a eu une résonance. Une résonance, c'est que moi, si je suis une victime en moi, et que cette victime-là en moi à une très très grande blessure émotionnelle à ce niveau-là, ben, il y a forte chance que je puisse résonner avec des mémoires d'autres vies qui ont une charge émotionnelle du même ordre. Supposons maintenant que je communique avec des mémoires très très denses. Pour moi, des mémoires très très denses, ce sont des mémoires qui ne sont pas capables de voir le ciel. Elles ne sont pas capables de concevoir qu'elles vont pouvoir évoluer. Donc, elles sont complètement prisonnières d'une grande blessure à l'intérieur d'elles-mêmes. Et si ces blessures-là, quelque part, je ne fais rien, si cette mémoire-là se trouve avec ces blessures-là, puis qu'elle n'arrive à pas pouvoir faire quoi que ce soit pour s'élever, vous comprendrez que le seul moyen pour elle de pouvoir évoluer, c'est de passer par le monde terrestre. Donc, c'est ça qu'on appelle des entités souvent. Ce sont des mémoires qui n'ont simplement pas la capacité d'évoluer vers le ciel. Et le seul moyen pour eux d'évoluer, c'est de s'accrocher, entre guillemets, à une personne qui est en résonance avec eux. Donc, si elles sont victimes, elles vont résonner avec moi qui est victime. Et à ce moment-là, cette résonance-là va leur permettre de faire un travail avec moi, c'est-à-dire qu'elles vont m'obliger à amplifier ma conscience de la victime. Je vais avoir des symptômes, des inconforts qui vont amener justement une prise de conscience que la mémoire de victime est présente. Et je vais donc, à quelque part, à ce moment-là, m'approprier ce qui m'appartient et me permettre aussi donc de pardonner aussi la charge émotionnelle qui est là. Et en faisant ce travail-là, cette mémoire-là va aussi, donc, à travers cela, se libérer de sa propre expérience de souffrance et de douleur. Et c'est là qu'on va effectivement entreprendre le processus de guérison qui va pouvoir se faire à ce moment-là. Donc, vous comprenez évidemment que pour moi, la médiumnité n'a pas la même définition que beaucoup de médiums utilisent. J'ai été longtemps médium pendant plusieurs années et une des raisons pourquoi j'ai développé l'écoute imaginaire, c'était parce que j'avais entendu plusieurs dizaines d'histoires où des gens étaient voir des médiums et où on leur avait raconté des choses un petit peu
discutable concernant encore là cette notion d'entité et dans lequel on se donnait une responsabilité, on se donnait un pouvoir face aux gens souvent. Alors ça, c'est une autre chose. Je crois que c'est très important lorsqu'on est thérapeute intuitif. Évidemment, quand on est un thérapeute intuitif, on peut voir des choses que les autres ne voient pas. Donc, c'est très important de donner aux gens, quelque part, des outils pour qu'ils développent leur propre pouvoir. Parce que comme ce monde subtil-là, ils ne sont pas en mesure de le voir, c'est important de leur donner un sentiment de pouvoir dans leur vie concrète, dans leur vie terrestre, pour être capable, justement, de cheminer et d'évoluer, de progresser. Je pense que c'est vraiment fondamental de pouvoir leur donner cela. Alors, si on poursuit, donc, avec maintenant, c'était pour la médiumnité. Alors, je peux peut-être vous donner une petite histoire de cas pour vous illustrer un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la médiumnité. Alors, il y avait un enfant une femme m'avait appelé me disant qu'elle avait un problème avec son enfant qui avait peut-être 12 ans ou à peu près, et qui lui faisait éclater les télévisions. Comme ça, il a éclaté trois comme ça, il était assis calmement, et la télévision s'explosait. La mère, bon, elle était un peu surprise la première fois, mais après la troisième fois, elle s'est dit, bon, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, je ne comprends pas, il faut que j'aille. Elle a tout de suite pensé que c'était peut-être une entité qui possédait l'enfant. Il faut savoir que le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène poltergeist, c'est un phénomène qui est répertorié par les parapsychologues et qui est reconnu, c'est-à-dire qu'on constate que certaines personnes qui sont possédées auraient donc la capacité de modifier les circuits électriques, donc faire éclater des télévisions, faire éclater des ordinateurs ou encore faire éclater des lumières, choses comme ça. Et ça a été reconnu assez fréquemment. Alors quand l'enfant, donc quand la dame me parle de ça, elle me propose que je fasse une lecture à son enfant, me disant aussi qu'elle était voir un médium qui lui avait dit que c'était très important qu'elle fasse un travail d'exorcisme sur l'enfant parce que l'enfant allait la tuer. Quelque chose de ce genre-là. Donc, évidemment, la femme était un peu paniquée quand elle m'a rencontré. J'ai fait le travail. Ce que j'ai vu, évidemment, chez l'enfant, au départ, c'est un enfant qui est donc dans une état d'inhibition, de colère très forte, en état de lui-même. Par la suite, donc, j'ai vu une mémoire d'autre vie où je voyais un combat de cap et d'épée entre un homme et un autre homme. Et il y avait une femme qui était là. Le combat de cap et d'épée était justement pour cette femme-là, comme ça arrive bien souvent, même encore aujourd'hui, quelquefois, on retrouve ce genre d'archétype-là, pourrait-on dire. Et puis, donc, il y avait l'un des deux hommes a combattu et a humilié l'autre sans le tuer, en faisant en sorte de l'humilier devant la femme, évidemment, parce que quelque part, il était conscient qu'il allait avoir justement le sentiment d'avoir été donc le choisi pour la femme. Et puis, finalement, donc, celui qui s'est senti très humilié a décidé par la suite de quitter et donc de se suicider dans une grande forme d'humiliation et une grande impuissance, un grand sentiment d'impuissance, parce que l'humiliation était vraiment très forte. Le mec aurait pu le tuer, il avait fait comprendre qu'il aurait pu le tuer, il l'a vraiment amené à se mettre dans une état de supplication pour ne pas mourir. Donc, quelque part, devant la honte qui s'est entraînée, il s'est enlevé la vie. Alors, évidemment, donc je fais un travail de déprogrammation là-dessus, c'est-à-dire que la mémoire, lorsqu'elle est programmée comme ça, dans cette souffrance-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle se libère de sa programmation, de sa limitation, pour ainsi, justement, accéder à une nouvelle façon de concevoir la vie. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, la déprogrammation consiste à donner, tant longtemps que la mémoire n'est pas complètement déprogrammée. Alors, je fais ce travail-là sur la mémoire pour l'amener, justement, à se transformer. Donc, d'une part, accepter cette humiliation-là, de prendre conscience à quelque part que ça ne lui enlevait rien, à quelque part au fond d'elle-même, mais il y avait quelque chose en elle qui était vraiment relié à une forme de fierté qui était là, et donc de faire un travail pour l'amener justement à se déprogrammer de tout ça et de se dégager du champ énergétique de l'enfant. Et quand j'ai bien senti que la mémoire se dégageait du champ énergétique de l'enfant, là j'ai vu souvent ce qui se produit aussi quand la mémoire de l'inconscient, d'une mémoire d'autre vie quitte le champ énergétique d'un enfant, il y a un retour d'énergie qui se manifeste, comme si à quelque part l'enfant se réapproprie une énergie dont il s'était plus approprié dû à cette résonance-là. Et lorsqu'il est en possibilité de se réapproprier, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à ce moment-là, il va pouvoir communiquer, se réapproprier quelque part une charge énergétique qu'il n'avait pas pu maîtriser jusqu'à maintenant. Et là, ce que je voyais, c'était une scène où je voyais un homme, et là, c'était une scène actuelle, où je voyais un homme en train d'humilier l'enfant devant sa mère. Alors évidemment, je ne savais pas si c'était le père ou c'était. Je ne savais même pas s'il y avait un homme dans la vie de cette femme-là. Alors j'ai pu même constater que tout le travail de déprogrammation que j'ai fait à ce moment-là c'était clairement indiqué qu'il fallait d'une part enlever les symptômes. Les symptômes, c'est que cette personne-là devait arrêter de
de provoquer l'enfant, de l'humilier, etc. Et je voyais effectivement que si on n'arrivait pas à le faire, ben l'enfant allait devenir de plus en plus violent et que dès qu'il serait assez vieux pour battre cet homme-là, ben, il le ferait. Alors, j'ai donc raconté à la dame tout ce qui s'était passé par rapport à cet événement-là. Et quand je lui ai raconté, sans savoir évidemment si elle avait ou pas une personne dans sa vie qui pouvait justifier un peu ce que je lui racontais. Quand je lui racontais, donc elle s'est mise à rire en me disant effectivement qu'elle avait un compagnon de vie qui, effectivement, humiliait constamment son enfant. Et elle était donc très triste de ça. Et elle lui a déjà demandé d'arrêter. Et il continuait à le faire. Et elle voyait bien que l'enfant n'aimait pas ça, que ça le mettait dans un état de grande souffrance. Donc, moi, j'ai conseillé évidemment de faire, de proposer à cet homme-là d'arrêter de faire ça. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'arrêter la relation parce qu'elle avait constaté que cet homme-là, bon, ça ne semblait pas convenir à ses besoins, donc elle a décidé simplement d'arrêter la relation tout simplement. Et en arrêtant la relation, bien évidemment, l'enfant a eu une grande transformation en lui, elle ne le reconnaissait plus, il était beaucoup de meilleure humeur, et évidemment, tous les symptômes de poltergeist n'étaient plus là. Alors, je vous raconte cette histoire-là pour vous faire comprendre qu'encore là, vous voyez, quand elle était voir le médium lui faisait peur, lui donnait l'impression que si elle ne faisait pas d'action avec lui, ben quelque part, l'enfant pourrait donc poursuivre, devenir de plus en plus agressif vis-à-vis d'elle et de vouloir la tuer, etc. Donc, vous voyez que quand on comprend quelque part que la colère que l'enfant avait, sans doute que le médium captait, c'était une colère qui était sans doute un peu logique de se dire, ben l'enfant est en colère parce que la mère ne l'aide pas, ne le protège pas, elle laisse faire cet homme-là, et dans ce sens-là, il y avait une certaine forme de colère chez l'enfant. Maintenant, lorsqu'on commence à comprendre les processus intuitifs, qu'on arrive à dépasser le côté bien et mal, comme je disais tantôt, et qu'on peut arriver effectivement à faire quelque chose un peu plus poussé, comme je viens de vous présenter, mais on arrive à être capable de comprendre que des situations dites de possession sont souvent associées donc à des explications beaucoup plus concrètes, beaucoup plus tangibles, dans le sens que oui, il y a des phénomènes paranormaux, pourrait-on dire, mais oui, quand on comprend ces phénomènes-là et qu'on les on prend le temps de bien les évaluer, on comprend que c'est en relation avec un vécu personnel qui nous appartient. Et quand on comprend ça, bien évidemment, on peut faire un travail beaucoup plus riche et beaucoup plus conscient, je dirais, plutôt que simplement dire, ben, je vais t'enlever l'entité, puis ça va être fini là après ça. Quoique, hein, ça peut très bien fonctionner, enlever l'entité. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner. Ce que je dis par contre, c'est que ça ne permet pas, par contre, à la personne de se réapproprier l'énergie vitale dont elle s'est dissociée pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de se l'approprier. Pourquoi? Parce que le phénomène d'enlever une entité nous met dans une position d'irresponsabilité. Et quand on est irresponsable, bien évidemment, on n'a pas l'impression que l'énergie nous appartient. Alors c'est évident qu'il y a une partie du travail qui nous appartient dans une démarche comme celle-là. Donc, il faut bien comprendre cette réalité-là, je dirais. Alors, ça, c'était pour la médiumnité. Alors, si on regarde maintenant la progression, il y a une autre technique intuitive qu'on entend beaucoup parler. J'aimerais ça en parler un peu parce qu'effectivement, c'est intéressant. C'est le channeling. Alors, c'est un individu qui va donc se mettre en relation avec des énergies, il va souvent la canaliser. La canaliser, c'est que soit elle va pas l'entité spirituelle, qui se fait des entités désincarnées qui sont très évoluées en général quand on parle de channeling. Alors, soit que la personne on va capter l'information puis on va l'exprimer. Souvent même, on peut changer de voix. Soit qu'on va carrément incarner l'énergie en question. Et encore là, évidemment, normalement, il y a une voix qui va un peu changer, le corps va changer, la manifestation, la façon différente de faire les choses va se présenter à nous. Alors, dans le channeling, moi, ma définition par rapport au channeling, c'est qu'évidemment, dans l'information que je propose, on aborde aussi ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui est fort intéressant. Par contre, je vais vous expliquer, encore une fois, encore comment on peut s'assurer que le channeling va être quelque chose de guidant, quelque chose qui va nous aider, quelque chose qui va être utile. Très souvent, dans le channeling, euh, on va entendre des messages qui sont très désincarnés. C'est-à-dire que comme ce sont des entités très, très élevées, il y a donc des messages très désincarnés, c'est-à-dire qu'on va parler par exemple de l'amour universel. Pendant un long laps de temps, on va dire que chacun d'entre nous avons un cœur qui s'émerveille à la lumière amoureuse de la vie, que la lumière amoureuse de la vie ben, transforme l'être que nous sommes à chaque instant et à chaque jour. Puis il faut simplement s'abreuver de cela, puis une transformation universelle va pouvoir se faire. Alors, vous voyez, ça, c'est un message que je viens de vous transmettre qui est très général, qui est très beau, qui peut avoir une certaine poésie, mais souvent dans le travail intuitif, évidemment, moi ce que j'ai constaté, c'est que pour parvenir
à ancrer le changement dans la vie, il faut effectivement être capable donc de pouvoir articuler une pensée qui va permettre justement de donner des messages qui vont avoir un certain impact, une certaine puissance, une certaine force pour amener donc la transformation. Alors c'est évident que le channeling peut être très intéressant. Il y a des écrits, par exemple, je pense à la Cosmogonie d'Urantia, par exemple, qui sont des écrits qui ont été faits en quelque sorte sous cette forme-là de channeling et dans lesquels on parle d'enseignement où on va parler de l'univers spirituel, de l'univers cosmique, comment il fonctionne en détail avec énormément de d'informations. Et ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est un style de channeling, donc très technique celui-là. Il y a d'autres types de channeling qui vont être beaucoup plus celui de l'amour. On va communiquer des informations très générales qui pourraient s'adresser à n'importe qui, mais qui vont avoir un impact d'harmonisation. C'est-à-dire qu'on va parler d'amour, par exemple, l'amour, comme je disais tout à l'heure, un genre de message comme celui que je transmettais. Et évidemment, tout le monde va ressentir un certain bienfait à entendre ce message-là qui va nous inspirer et qui va nous spiritualiser aussi, je dirais, c'est-à-dire qui va nous rendre un peu plus en connexion avec des vibrations plus hautes. Et puis, il y a donc, ça c'est deux types de channeling. Il y en a un troisième également dont j'aimerais peut-être parler, qui est peut-être un type de channeling que je trouve peut-être plus intéressant. C'est-à-dire que quand on commence, par exemple, à transmettre un message, qui peut être donc qui peut parler donc d'une forme de psychologie, par exemple, ésotérique. Je pense à Alice Bailey, par exemple, qui a fait un travail de channeling avec un maître spirituel et qui écrit énormément d'ouvrages sur la connaissance spirituelle et la psychologie ésotérique. Elle a quand même été, bon, c'est des livres qui ont vieilli puisqu'à un certain âge, euh, mais qui ont quand même une grande richesse au niveau de l'enseignement qui est donné. Et évidemment, il y a une grande phase, une grande partie de cet enseignement-là qui est ésotérique, donc inaccessible, il faut bien dire. Et ça demande énormément d'études pour parvenir à l'en comprendre, à comprendre le langage, etc. Alors évidemment, c'est intéressant, mais évidemment, encore là, un peu inaccessible. Alors moi, je pense à quelque part que l'idéal, hein, quand on fait du channeling, quelque part, c'est de rendre les choses le plus accessibles possible. Donc, tout le travail qu'on va, encore là, dans ma démarche à moi, je propose le clairvoyant, clairaudient, clairsentient, la médiumnité, le channeling. Donc, vous voyez une progression, puisque le channeling va nous permettre de travailler en général avec des énergies plus élevées, plus proches de ce qu'on pourrait appeler l'énergie spirituelle la plus élevée possible. Donc, on commence effectivement à donner une signification plus spirituelle à toute chose. Mais si on fait une démarche en tant que clairvoyant, clairaudient, clairsentient et médium, on va être capable justement de moduler notre information en termes de channeling pour être capable de transmettre de l'information qui va souvent être enrichie par l'expérience qu'on a eue en tant que clairvoyant, clairaudient, clairsentient, en tant que médium, etc. Alors, je pense que c'est là qu'on peut arriver à un channeling qui va être aidant, j'appelle. Je ne dis pas que le channeling, d'une façon générale, n'est pas aidant, mais c'est évident que le fait qu'il soit souvent désincarné, c'est-à-dire que le message ne soit pas nécessairement associé à quelque chose de tangible. Hein, par exemple, si on parle de l'amour universel, ben c'est sympathique, mais en même temps, quelque part, qu'est-ce que moi j'en fais? Alors, c'est souvent, moi, évidemment, ça c'est ma façon de fonctionner, c'est que moi, en tant que thérapeute intuitif, j'aide les gens et j'ai constaté effectivement que ce type d'enseignement-là, souvent, va spiritualiser les gens, mais ne va pas les amener à aller dans les profondeurs de leur être. Donc, évidemment, moi, j'ai tendance à mettre l'emphase, évidemment, sur un enseignement qui va avoir pour objectif de favoriser l'alignement de l'être et favoriser l'alignement de la collectivité. Donc, si on me dit que le channeling va permettre de travailler d'une façon plus collective, ben moi, je proposerais qu'on fasse un enseignement plus collectif, mais qui permette donc la transformation de l'être, donc de présenter un enseignement plus élaboré, je dirais. Donc, il y a effectivement des auteurs hein, qui ont travaillé, SET, par exemple, SETH, qui a proposé des enseignements très intéressants. Donc, dans le channeling, il y a de tout. Il faut garder sa tête sur les épaules là-dedans. Il faut toujours se rassurer à quelque part en se rappelant que toute personne qui se dit faire du channeling, c'est un être humain. Toute personne qui se dit être médium, c'est un être humain. Toute personne qui est clairvoyant, clairaudient, clairsentient, ce sont des êtres humains aussi qui vont l'affirmer. Donc, le seul moyen pour nous de vérifier la qualité de l'information chez toutes ces personnes-là, c'est évidemment de vérifier la qualité de l'information qui vont nous être transmise. C'est le seul moyen pour le grand public d'arriver à faire un certain ménage par rapport à est-ce que je fais confiance ou je ne fais pas confiance à un thérapeute intuitif. Alors, le thérapeute intuitif ne peut pas d'emblée, on ne peut pas lui faire d'emblée confiance parce qu'on lui, ah, je vais lui faire confiance à celui-là parce qu'il communique avec Jésus. Ah, je vais faire confiance à celui-là parce qu'il communique avec l'entité la plus élevée de tout l'univers. Alors, vous voyez, là, on tombe dans la confiance. La confiance, c'est de partir du principe d'une croyance. Si moi,
je vous dis que je suis en communication avec l'entité la plus élevée de l'univers, ben, ça veut donc dire que je suis capable, normalement, de transmettre une information qui serait la plus élevée sur toute la Terre. C'est comme ça que je dois envisager la chose. Donc, si je ne suis pas, si je ne suis pas en mesure de manifester ça, de démontrer cela, mais peut-être effectivement que je suis prétentieux. Alors, je vous parle de ça, de la prétention, parce que dans la médiumnité, dans le channeling, inévitablement, il y a quelque part une forme de prétention. Quand je dis je suis en communication avec l'entité la plus élevée sur Terre, ou je suis en communication avec Jésus de Nazareth, ou je suis en communication avec Bouddha, ou quoi que ce soit, ça veut donc dire quelque part qu'on a la prétention de dire qu'on communique avec une énergie quand même de haut niveau. Ça veut donc dire quelque part qu'on est capable d'en faire la démonstration. Alors, nous, en tant que grand public, on doit justement s'assurer que ces médiums-là, channeling-là, ou même clairvoyants, clairaudient, clairsentient, sont en mesure de nous donner une information qui va nous apporter une satisfaction. Ça, c'est une façon moins de vérifier que les affirmations de ces thérapeutes-là, de ces personnes-là, sont un petit peu vérifiables. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vrai qu'ils communiquent avec Jésus, mais ce qu'il me dit me fait du bien, ou ce qu'il me dit me parle beaucoup. Alors, donc déjà, on peut avoir une certaine forme de discernement. On n'est pas en train de donner à cette personne-là un genre on ne la met pas sur un piédestal, on reconnaît quelque part qu'elle a des compétences, des qualités qui peuvent nous être utiles également. Donc, on va effectivement pouvoir suivre une démarche avec ces personnes-là, tout en se rappelant que cette personne-là est un être humain et qu'elle pourrait s'égarer tout autant. Alors, vous voyez, c'est ça un petit peu que je crois qui est très important dans la pratique intuitive, c'est jamais justement se laisser impressionner par l'affirmation que les gens peuvent avoir, mais de plus se baser sur le concret, le tangible. C'est comme ça qu'on peut arriver à déterminer justement si un thérapeute intuitif a des compétences. S'il nous dit un tas de trucs qui est en communication avec les annales akashiques, etc., etc., puis qui voit tout, puis tatata, ben, on va l'écouter après, on va évaluer ensuite nous-mêmes. C'est-à-dire que si la personne nous avance qu'elle peut voir plein de choses, ben, on va lui demander nous en faire la preuve en nous faisant effectivement une évaluation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à déterminer par la suite si effectivement cette personne-là nous a donné un bon rendement. Ça fait drôle de dire ça, hein, quand on rentre dans un monde spirituel ou un monde énergétique, on va souvent dire, ben, la personne t'a dit ce que tu devais entendre. Mais en même temps, ce que je dirais, c'est que le discernement nous rappelle quelque part que nous, on doit avoir justement les moyens de vérifier. Alors, si la personne nous dit des choses qui ne nous parlent pas, elle a beau nous dire que c'est ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas. Donc, on a le droit, nous, de dire, ben, c'est peut-être le cas, mais ça ne me convient pas, ça ne me parle pas, ça ne me satisfait pas. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu que moi, j'enseigne beaucoup dans mes cours, hein, dans mes formations, même si j'enseigne à des gens qui veulent devenir thérapeute intuitif, je leur enseigne à quelque part à reconnaître que le client, que la personne à qui vont donner un rendement, a des besoins, a des attentes, et que l'important, c'est de leur répondre à ces attentes-là. C'est pas un spectacle concernant notre être qu'on fait, c'est vraiment une tentative d'aider une personne. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je propose la pratique intuitive. Donc, le dernier volet après le channeling, on parle souvent de l'âme. On se demande, bon, qu'est-ce que c'est que l'âme, etc. Comment on fait pour être sûr qu'on communique avec notre âme? Mais c'est justement, on ne peut pas être sûr qu'on communique avec notre âme. Notre âme, c'est une expression spirituelle, c'est un concept à quelque part. C'est un peu comme les annales akashiques. Quand quelqu'un va me dire, ben moi, je vais être dans les annales akashiques. Ben moi, je ne sais pas quelles sont les annales akashiques. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce que c'est au troisième étage, troisième étage, on sort de l'étage, à droite, 5 pas à droite, 5 pas à gauche. Mais non, c'est pas dans un monde terrestre dans lequel on est. Donc, on doit arrêter justement de laisser croire à quelque part qu'on vit dans une dimension, dans ce monde subtil-là, on vit dans une réalité terrestre. C'est-à-dire que les annales akashiques, c'est un espace. Et on ne peut pas prétendre être dans les annales akashiques, à moins quelque part qu'on soit capable d'en faire la démonstration en pouvant justement accéder à tout le savoir humain. Alors, il n'y a personne qui peut faire ça. Donc, on peut avoir une partie, un accès à une partie ou une grande partie de ça. Mais je pense que quand on est un thérapeute intuitif, on comprend quelque part que dans l'univers subtil dans lequel on est, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de dimension terrestre. Donc, les annales akashiques, c'est partout. C'est simplement partout. C'est-à-dire que quand je communique avec une personne, je communique en quelque sorte avec une dimension de ces annales akashiques-là, puisque les annales akashiques sont simplement un concept qui a été inventé par l'être humain et qui met en évidence que dans le monde subtil, on a accès à tout, tout simplement. Donc, on n'a pas d'espace physique dans ce monde subtil-là qui s'appelle les annales akashiques. Donc, c'est important de se rappeler ça. Tout comme l'âme, on n'a pas une âme qui est localisée quelque part, physiquement parlant. On peut simplement reconnaître que dans le monde subtil, il y a quelque part une expression de notre essence fondamentale et que cette expression de notre essence fondamentale, on peut arriver justement à la développer. Les pratiques spirituelles ont développé la méditation, par exemple, pour favoriser cette connexion-là. L'être humain cherche aussi à travers
différents moyens énergétiques, tout ça, de favoriser, de se rapprocher de ça. Mais c'est bien évident que quand on dit je communique avec ton âme, c'est je communique avec l'essence fondamentale de ta personne, avec la sagesse intelligente qui est en toi. Et évidemment, chaque personne pourrait communiquer avec une facette différente de cette sagesse intelligente-là. Donc, dire qu'on communique avec notre âme, c'est toujours un peu difficile à admettre. C'est un principe. On espère atteindre le niveau le plus élevé possible lorsqu'on fait un travail avec une personne. Et ce niveau le plus élevé possible, ben, va nous rapprocher de l'essence fondamentale de l'être, nous rapprocher de l'essence de qui elle est vraiment cette personne-là, et de nous faire comprendre c'est quoi la mission de vie qu'elle peut avoir à vivre cette personne-là aussi. Donc voilà, c'était un peu les diverses voies intuitives que je voulais explorer avec vous. Bien évidemment, je pense à des voies comme, dont je ne vous ai pas parlé, comme la radiesthésie, euh, même le test musculaire, à quelque part, peut être une façon d'utiliser l'intuition. Il peut y avoir plusieurs façons d'aborder l'intuition qui n'ont pas été, donc je ne vais pas parler officiellement. Je vous dirais que la radiesthésie, tout ça, c'est intéressant, mais évidemment, quand on n'a plus besoin de support, quand on n'a plus besoin de rien, comme moi, c'est ce que j'enseigne, ben à ce moment-là, évidemment, on développe à quelque part un langage beaucoup plus riche. Le radiesthésiste va souvent être pris avec un langage qui est assez limité. Le pendule peut dire oui, peut dire non. Alors que dans le processus intuitif, lorsqu'on questionne les manifestations, on constate que c'est un langage qu'on déploie. Donc, on arrive à un enrichissement, à une subtilité plus riche. C'est bien évident aussi. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter concernant donc les grandes, les différentes techniques intuitives qui existent dans le monde. Peut-être que j'ai oublié un certain nombre de choses et j'en suis désolé. Vous pourrez m'en faire savoir pour me dire, en fin de compte, comment vous avez reçu cette petite conférence. Alors donc, j'avais donc une petite démonstration que je devais faire, que j'ai faite. Pour ceux qui ont été présents à la conférence, vous avez pu visionner. Sauf que j'ai eu un petit problème pour ensuite enregistrer donc la conférence. Et j'ai donc choisi effectivement de vous faire cette petite conférence-là un petit peu élaborée pour vous, parce que plusieurs personnes m'avaient demandé effectivement de pouvoir visionner la conférence. Alors j'ai fait ça pour vous, cette petite conférence qui vous permettait donc de mieux comprendre les différents types de techniques intuitives existantes. Alors voilà, donc vous savez évidemment que la formation personnelle et la formation professionnelle sont toujours disponibles. Donc vous avez jusqu'au 6 décembre 2015 pour pouvoir justement accéder à l'une ou l'autre de ces formations-là. Donc la formation personnelle qui va faire une démarche uniquement sur soi, dans laquelle vous allez apprendre à faire du décollage intuitif, déprogrammation et soins. Et évidemment la formation professionnelle où vous apprenez à le faire sur vous et sur un partenaire. Donc, les trois grands concepts, évidemment, où on va étendre un travail beaucoup plus complet pour être capable donc de vraiment devenir professionnel, pour être capable d'intervenir sur un partenaire, être capable de l'aider dans le décodage, des programmations et les soins psychoénergétiques. Il y a plusieurs techniques qui vont être enseignées. Les plus grandes techniques que l'on retrouve dans la guérison vont être enseignées dans cette formation de base. Alors voilà, c'était les grandes idées que vous aviez donc que je vous avais promis. Pour les formations, évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez communiquer avec moi sans aucun problème, de la façon que vous souhaitez, et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Alors voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.